Donc, Carlos m'a déjà présenté mon bref CV que j'avais mis donc, sur cette première slide. Donc, voilà, je suis à INRAE donc, depuis 2006. À ce moment-là, ça s'appelait le CEMAGREF. On a changé de nom en 2012. Et depuis 2020, le CEMAGREF s'est associé, on va dire, à l'INRA, donc sur l'agriculture, pour former INRAE. Donc, on est maintenant un institut de recherche de plus de 10 000 personnes. Pour info, IRSTEA, on était un millier de personnes. Et donc, comme Carlos l'a expliqué, donc, depuis que je suis arrivé à INRAE, donc, je travaille sur le transport solide en rivière, en combinant modélisation, mais aussi expérimentation, donc, et en particulier expérimentation sur le terrain, ce que je ne faisais pas nécessairement avant. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, c'était pourquoi on a travaillé sur ce guide sur le transport solide. Euh, Déjà depuis début des années 2000, hein, donc, avec la directive cadre européenne sur l'eau, il y a eu cette idée de continuité écologique, donc au sens beaucoup plus large ici pour les rivières, qui a fait qu'on a commencé à réfléchir, je dirais, à toutes sortes de continuités. Et quelques années plus tard, en France, en tout cas pour le code de l'environnement, a été définie une liste de cours d'eau où on devait assurer, ou en tout cas les gestionnaires de rivières devaient assurer un transport solide suffisant. Suite à ça, donc l'ONEMA, donc aujourd'hui c'est l'Office français de la biodiversité. Ils ont aussi changé de nom régulièrement, là, comme c'est Magref. Ils ont donc organisé un séminaire donc sur 2 jours, donc à Saint-Lary, donc dans les Pyrénées, pour faire en gros un brainstorming sur cette question, mais qu'est-ce qu'un transport suffisant? Euh, et question qui va suivre directement, c'est comment on le mesure, ce transport solide, pour pouvoir, je dirais, avoir quantitativement quelque chose. Mais pour pouvoir dire ce qu'il est suffisant, c'est aussi se définir une référence, par référence qui est loin d'être simple à définir, parce que c'est quelle époque? Est-ce que c'est avant qu'on ait fait tous les travaux dans la rivière? Est-ce que le climat et autres avaient un impact? C'était toute une difficulté déjà à se dire qu'est-ce qu'un transport suffisant dans une rivière et quelle est sa référence? Donc, suite à ça, il y a aussi beaucoup d'opérations de restauration physique qui se sont faites, donc en France, mais pas seulement, bien sûr, hein, qui consistaient, selon donc, à des augmentations de débit réservé, des effacements d'ouvrages, des élargissements ponctuels de lits, ou la création aussi de zones tampons, et potentiellement aussi, pour certaines rivières, une meilleure gestion de la végétation. Et tout ça, ce sont des travaux qui ont leur importance, en partie pour le budget des agences de l'eau, hein, puisque c'est aujourd'hui 10 à 20 de son budget. Alors, pardon. Et toutes ces opérations, il y a forcément des besoins très forts de recommandations pour les agences de l'eau, pour les gestionnaires de rivières et les bureaux d'études qui vont être en charge de suivre ces opérations. Euh, Deux choses bien sûr à faire, c'est avant travaux, pouvoir faire un état de la morphologie, de la morphodynamique de la rivière, essayer d'avoir une référence sur l'état de la rivière à l'amont et à l'aval de la restauration. Puis bien sûr ensuite, c'est un suivi de ces projets pour voir l'impact positif. On l'espère à chaque fois, mais des fois c'est un impact qui peut être négatif malheureusement, mais ce suivi est nécessaire pour pouvoir évaluer cet impact. Euh, donc toujours dans la lignée de, je dirais,
de ces réunions et de ces premières recommandations, il y a eu déjà des ouvrages qui ont été faits, donc principalement sous la direction donc, de Jean-René Malavoie, qui était justement à l'OFB, à l'ONEMA à ce moment-là, et donc, je dirais, le principal animateur pour la dynamique du transport solide. Donc, deux ouvrages sont sortis donc, dans les années 2010. Un premier avec Jean-Paul Bravard sur les éléments d'hydromorphologie fluviale, puis un second avec plusieurs collègues différents horizons sur voilà, c'est plutôt plus focalisé sur la gestion du transport solide en rivière. Ces ouvrages avaient une vision un peu plus naturaliste, géomorphologue. Et ce qu'on a vu sur les discussions, c'est qu'il y avait d'autres besoins. Ce n'est pas dire que la vision géomorphologue est pas bonne, c'est juste qu'il y avait d'autres choses en plus, d'autres approches à apporter. Ces approches, c'est surtout des approches en termes de mesure et plus techniques pour l'évaluation des flux solides, mais aussi des propositions de méthodologie de mesure et de modélisation. Donc, ce guide, la première version, on va dire, de ce guide est issue d'un projet, donc non pas avec l'ONEMA, là, mais avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, dans le cadre d'un accord cadre entre l'agence et le CIMAGREF, donc ça c'est 2012-2013, où on a essayé de tester quelques méthodologies existantes, de proposer de nouvelles méthodologies, d'adapter des méthodologies et outils de mesure du transport solide. Donc, sur quelques sites pilotes sur lesquels on travaillait, donc c'était principalement l'Arc et l'Isère, un petit peu le Rhône, et un petit, je dirais, petite rivière où il y avait un effacement de barrage prévu, donc sur Besançon, plus à sud-ouest de Lyon. En même temps, c'était aussi essayer de voir un peu quelle expérience en France en termes de la mesure du transport solide. Donc, c'était faire un petit peu le tour de mon réseau pour voir qui fait quoi. Et donc, selon les types de mesures, qui est-ce qu'on pouvait essayer de contacter. Donc, ça a permis d'avoir une version V0 de ce guide. Donc, et quelques années après, avec un projet sur la convention NEMA, donc IRSTEA, on a pu essayer d'aller un peu plus loin, donc, et élaborer donc, je dirais, vraiment des outils et supports de formation pour l'évaluation et la modélisation de la géomorpho et du transport solide. Donc, c'était vraiment la V1 du guide, quasi complète. Il y a eu quelques évolutions ensuite, des échanges, donc, en particulier avec donc, Gabriel Melin, mon co-auteur, qui a apporté un peu, je dirais, au niveau plus géomorpho, que c'est sa spécialité. Donc, au final, donc, cet ouvrage est paru le 1er mars 2021, donc aux éditions avec une belle faute d'orthographe, pardon, OFD. Il comporte 7 chapitres, 160 pages. On va dire qu'il est assez épais, mais on a essayé de mettre beaucoup d'illustrations. Donc, on a 16 tableaux, plus de 120 figures. Alors, pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les équations, ça peut faire peur aussi. On retrouve plus de 170 équations tout au long du document. Cet inconvénient, j'ai tendance à aller facilement vers les équations. Mais aussi, ce qui est très important, c'est qu'on ne cherche pas à tout résoudre, c'est qu'on a essayé de mettre un maximum de références, donc y compris d'autres ouvrages assez généraux, et environ 350 références aussi pour les gens qui veulent aller plus dans les détails de certaines techniques. Donc, à partir de maintenant, je vais essayer de vous présenter un peu, en essayant d'être le moins soporifique possible, de façon linéaire, un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce guide. Donc, comme tout ouvrage, on a un peu une introduction, forcément. Cette introduction, typiquement, ça correspond aux généralités sur le transport solide. Donc, expliquer en gros à quoi correspond le charriage, la suspension graduée, la suspension de lessivage. Donc, essayer de bien distinguer tous ces termes.
donner les définitions aussi au niveau d'une rivière. Qu'est-ce qu'on appelle lit mineur, lit moyen, actif, lit majeur, qui n'est jamais très simple dans le sens où on n'a pas nécessairement le même vocabulaire selon, je dirais, notre formation. En particulier, si on, voilà, entre les hydrauliciens qui réfléchissent plutôt en fonction de l'écoulement et les géomorphologues qui regardent plutôt les faciès de la rivière. Donc, on a essayé en tout cas d'être le plus clair possible pour toutes ces définitions. Et ensuite, c'était aussi par rapport à la question du transport fluide et de l'importance de l'étudier, avec, en tout cas pour les réglementations au niveau français et la mission technique, en tout cas, que peuvent avoir les agents au niveau de l'OFB, et un peu leurs besoins. Donc, c'est typiquement ici le tableau essayant d'expliquer de façon assez générale, voilà, selon si c'est des processus d'érosion qu'on observe dans la rivière, qu'est-ce que ça correspond au niveau physique, quels impacts cela peut avoir au niveau de l'écologie et au niveau sociétal. Idem pour, bien sûr, pour les dépôts. Donc, le second chapitre, donc on s'est focalisé plus sur la morphologie. C'était Gabriel qui a travaillé dessus. Donc, d'abord, c'est avoir cette vision globale de dynamique fluviale et d'ajustement des rivières, avec essayer de faire passer le message via la fameuse balance de Lane qui est présentée ici sur le graphe de gauche, où une rivière est à peu près à l'équilibre si donc le travail du transport est égal à la puissance disponible, et essayer de comprendre en quoi, si on joue sur, en faisant une extraction ou en prenant, je dirais, un débit liquide dans la rivière, en quoi ce déséquilibre va être compensé par une réduction, une augmentation de la pente, une réduction du débit solide. Donc, c'est via cette balance de Lane qu'on peut essayer de l'expliquer. Ensuite, il y a des choses qui sont d'ailleurs reprises des travaux de Malavoie et des précédents guides, comme la figure en bas à droite, sur les ajustements de rivière, bien différencier un ajustement qui correspond à une fluctuation autour d'un équilibre et un ajustement où, suite à peut-être à de gros travaux ou une grosse crue, où la forme de la rivière va totalement changer d'équilibre et on va retrouver des fluctuations autour d'un nouvel équilibre dans ces cas-là. Et typiquement, voilà, dans une vision plutôt historique, le graphe du dessus présente un peu comment une rivière a pu évoluer sur les siècles, et surtout du fait de l'activité humaine, comment elle s'est réduite au final à un chenal quasi simple. C'est malheureusement ce qu'on a pu observer dans de nombreuses rivières européennes. Voilà, pour pouvoir discuter ces caractéristiques morphologiques, bien sûr, c'est d'identifier les différentes formes de rivières existantes. On a essayé de faire un effort de ne pas se limiter aux formes naturelles, mais aussi tout ce qui est lié, je dirais, aux travaux de l'homme, que ce soit les endiguements qu'on peut, même si c'est pas en Europe, ici c'est une rivière japonaise, un endiguement qui fait qu'on a des formations de bancs de galets, les problématiques d'épis et de seuils multiples sur les rivières, je dirais, à forte pente, qui correspondent au final, pour nos rivières en tout cas françaises, à une bonne partie des rivières existantes. On n'a plus beaucoup de rivières si naturelles que c'est. Donc, une fois qu'on a défini les formes de rivières, c'est essayer de caractériser et c'est proposer, je dirais, présenter en tout cas différents types de mesures. Par exemple, ici sur le graphe de gauche, pour évaluer les méandres d'une rivière et proposer des index de ce côté-là. Et après ces différentes mesures, l'intérêt, c'est de pouvoir arriver à des classifications, savoir à peu près où est-ce qu'on se situe dans une classification pour les rivières. Bon, là, c'est une présentation
un exemple ici. Je ne saurais plus vous dire sur quelle hauteur ça correspond. Mais c'est typiquement différentes classifications qui sont présentées pour les rivières. On arrive là déjà sur des, je dirais, premières parties un peu techniques. Donc, toujours dans cette vision morpho, c'est pour avoir une évaluation de la morpho, bien sûr, il faut avoir des données. Ces données, c'est mesure de topographie et bathymétrie. Donc, on a commencé déjà à avoir, bien sûr, présenté les différents types d'outils. On va dire je dirais les plus classiques, les plus anciens ici, donc théodolite ou GPS pour faire des différents transects, avec des propositions de méthodologie, puisqu'à partir du moment où on est sur je dirais des mesures ponctuelles, si on veut faire des grands domaines, il faut avoir des stratégies de mesure, puisqu'on ne peut pas faire des mesures tous les 10 cm, ce sera un peu trop long. Mais ça va aussi sur des mesures à l'inverse, comme le LIDAR ici, qui peuvent permettre d'avoir des quantités de points très importants. Donc, et là, c'est plutôt, je dirais, une discussion sur comment utiliser ces jeux de données extrêmement intéressants, mais aussi extrêmement lourds, avec certaines limites, comme par exemple la pénétration dans l'eau. Donc, une fois qu'on a la topographie, c'est essayer aussi d'avoir la caractéristique des matériaux. Caractéristiques des matériaux, bien sûr, c'est, comme indiqué ici, c'est des courbes granulos qui ici sont représentées donc sur la forme des modes principaux. J'ai cru voir parmi la liste des personnes, Marina Launay, c'est justement elle qui a travaillé un peu dessus pour essayer de, de, de travailler sur, je dirais, les principaux modes qu'on peut retrouver voilà, ici, typiquement sur des matières en suspension, et pouvoir jouer ensuite sur ces différents modes et leur importance. Autre chose très utile de bien connaître la caractéristique des matériaux, surtout pour la suspension, c'est qu'on peut trouver la relation directe entre la vitesse de chute de ces sédiments, qui est très utile pour comprendre la dynamique de la suspension en fonction de la taille de ces particules. Là, c'est un graphe. Les méthodes pour avoir les mesures granulos. Là, c'est une méthode, je dirais, pour les sédiments assez grossiers. Bien sûr, il y a les colonnes à tamis ici. Il y a ces petits gabarits qui sont utilisés typiquement pour utiliser une méthode de type Woolman. Donc, essayer d'avoir le diamètre B, donc le second axe des galets, et avoir je dirais une stratégie de mesure là, un peu statistique pour évaluer la granulométrie grossière de surface. Ce sont aujourd'hui des choses qui peuvent être faites par analyse d'images. Ici, c'est un résultat d'un modèle suisse, d'ailleurs, c'est Basse-Grain, qui permet d'avoir une analyse de la granulométrie de photos de surface aussi. Attention, tous ces outils, bien sûr, ont des avantages, mais des limites. Je passe au chapitre suivant. C'est maintenant qu'on a caractérisé les sédiments, c'est aussi caractériser l'écoulement et les contraintes sur le fond des rivières qui sont le principal point à évaluer par rapport à l'écoulement pour savoir s'il y a un mouvement ou non de la particule. Donc, bien sûr, il y a des. J'ai peut-être été un peu vite. Il y avait. Que j'avais mis quelque chose sur les contraintes, mais c'est pas grave. Donc, les principes physiques, bien sûr, sont présentés dans ce guide, savoir qu'est-ce que c'est, comment on calcule une contrainte, à quoi ça correspond. Et ensuite, c'est ces contraintes, quelle est la limite pour avoir mouvement d'une particule, avec, comme vous voyez sur la gauche, le fameux diagramme de Shields, donc, qui, comme vous pouvez le voir avec toutes les données expérimentales, montre bien les incertitudes d'une telle estimation, quoi qu'il en soit. Incertitude, parce que sur le terrain, il y a d'autres paramètres qui peuvent affecter, bien sûr, le début de mouvement. Il y a le diamètre des sédiments, mais il y a aussi la pente du système. Il y a bien sûr l'impact pour une granulométrie étendue qui est représentée ici.
avec des effets de surexposition quand on a un grossier qui se retrouve au milieu de sédiments plus petits, des effets d'imbrication, des effets de masquage, donc l'inverse de l'exposition. Et bien sûr, des problématiques liées à l'armurage, voire au pavage. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser via ces deux photos. C'est des photos du Vieux-Rhin, donc côté français, donc à l'aval de Bâle. Une photo vue de l'amont et vue de l'aval, et qui nous permettent vraiment de voir ce tuilage qui est formé sur cette zone, donc, qui est lié, donc, je dirais, à tous les ajustements du Rhin sur cette zone-là, qui a créé donc de fortes érosions et au final un énorme pavage qui, les cailloux dans certains endroits, du fait aussi d'un certain, je dirais, de la bioaccumulation qu'on peut avoir, même manuellement, on avait du mal à les enlever, la structure, tellement c'était soudé. Alors, il y a un petit bug, mais c'est pas grave. Donc les contraintes, bon, j'en ai déjà un peu parlé, hein, mais c'est juste essayer de retenir la super formule Roger-Hachi, la problématique, je dirais, contrainte locale globale, le lien ici, que peut voir sur les profils de vitesse, bien sûr, pour estimer ces contraintes. Ensuite, en lien, bien sûr, avec les contraintes, c'est les premières formes sédimentaires qu'on peut observer et les impacts que ça peut avoir sur la dynamique. Les formes sédimentaires, ce sont d'abord les rides, donc à petite échelle. Après, on arrive à des dunes qui peuvent avoir donc des longueurs d'onde de plusieurs dizaines de mètres. Et pour des écoulements, on va dire plus sous des rivières à plus forte pente. Donc ici, c'est sur l'arc lors d'une crue. On peut avoir des formations de trains de dunes, donc des antidunes, qui sont instables et qui sont difficiles à mesurer, je dirais, a posteriori sur la topographie. Et l'impact que ça peut avoir ici, c'est sur les contraintes totales. On travaille, si on réfléchit uniquement sur un lit plat avec une rugosité de peau, le fait d'avoir des rides, on peut avoir des pertes de charge supplémentaires qui va créer des contraintes plus élevées. Voilà, et donc une fois qu'on a à peu près compris tous les principaux processus pour la mise en mouvement des particules, donc on a essayé de décrire un peu tout ce qui correspond à la modélisation, comment on peut évaluer, connaissant tous ces premiers paramètres, le transport solide. Donc c'est l'application de formules de capacité, donc en faisant l'hypothèse bien sûr qu'il y a assez de sédiments dans la rivière, donc la plus connue étant Meyer-Peter et Müller. En géomorphologie, on utilise pas mal donc la puissance spécifique. Là, du fait de avec simplification, on n'a pas besoin de connaître, je dirais, trop l'hydraulique, uniquement le débit et la pente de l'écoulement. Je m'étais amusé pour le guide à présenter, comparer un certain nombre de formules de transport, justement pour que tout le monde prenne bien, je dirais, ait bien en tête les incertitudes. Comme vous pouvez le voir ici, selon l'application d'une formule ou d'une autre, voire d'une version d'une formule à une autre, il y a un facteur 100 là, pour une contrainte donnée. Donc, voilà, c'est bien d'utiliser les formules de transport, mais il faut bien avoir en tête les incertitudes associées au choix d'une formule en particulier et ses limites. Donc, on a un gros chapitre après sur toutes les différentes méthodes pour estimer, je dirais, les flux charriés. Donc, ici, donc c'est John Pitlick là, qui fait des mesures aux États-Unis avec un L. Smith. Donc là, c'est directement dans la rivière. Nous, on l'a fait depuis un pont, donc avec de gros L. Smith aussi. Ici, je suis désolé, la qualité de la photo n'est pas très bonne, mais là, c'est en Suisse, normalement, avec des trappes à sédiments mobiles et avec aussi des mesures, je dirais, indirectes comme le géophone. Et là, un graphe, juste pour expliquer, forcément, typiquement, la stratégie de mesure qu'on pourrait avoir, donc faire plusieurs points de mesure, définir une largeur active associée, sous la largeur active associée, pour essayer de décrire l'ensemble de la section de la rivière pour un jaugeage. Donc ça, c'est pour avoir les flux, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est essayer d'avoir une dynamique particulière. Il y a eu depuis
une bonne quinzaine d'années, les fameux tags ont été beaucoup utilisés. Maintenant, il y a aussi des traceurs actifs qui permettent en tout cas de suivre un certain nombre de particules, comme présenté ici, après différents événements. Et autre chose très importante, c'est évaluer la respiration d'un cours d'eau au cours d'une crue, avec la fameuse technique donc des chaînes d'érosion. On peut voir ici, je dirais, le diagramme représentant un peu le processus. Hein. On plante une chaîne d'érosion avec une laisse avant l'événement. Après événement, vous pouvez avoir érosion ou dépôt au final. La chaîne d'érosion va permettre d'avoir une idée du maximum d'érosion lors de la crue et du dépôt qui a suivi lors de la crue. Le chapitre suivant, donc là, après avoir parlé surtout du charriage, on se focalise un peu sur le transport solide en suspension. Bien sûr, avec un peu les processus, la théorie qu'il y a derrière, avec le profil de Raus, et de voir, je dirais, d'une façon un peu globale, si on estime le profil de Raus, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes de vision, s'il y a un charriage prépondérant ou une suspension plus ou moins forte. Avec au final aussi quelque chose j'aurais tendance, moi, à séparer de la suspension graduée, qui correspond plutôt au sable, et qui est beaucoup plus difficile à évaluer, et ce qu'on peut appeler une suspension de lessivage, ou en tout cas suspension de sédiments très fins, pour lesquels on peut considérer en gros que les concentrations sont quasi homogènes sur une section. Pour la mesure de la suspension graduée, il y a eu pas mal de choses de faites, surtout venant des États-Unis, avec différents types de préleveurs, des préleveurs type isocinétique, donc qui mesurent avec la même vitesse que l'écoulement, des préleveurs de type, là c'est une ISKIN, qui vont récupérer un échantillon mais qui ne sont pas du tout isocinétiques. Plus récemment, il y a l'entreprise Sequoia qui a proposé des listes qui permettent d'avoir la granulo in situ et aussi les concentrations. Pas mal de choses. Après, on a, de la même manière que pour charriage, proposé un peu des méthodologies pour essayer de travailler au mieux avec le temps imparti pour faire un jaugeage lorsqu'on a une section à mesurer. Ici, c'est un résultat de l'ADCP pour avoir le flux. Dans le cas de la suspension de lessivage, comme je le disais, c'est quelque chose qui se fait couramment maintenant un peu partout. Hein. C'est un peu plus simple puisque avec des systèmes de turbidité comme celui-ci, le calage peut se faire assez rapidement en faisant l'hypothèse que la concentration est homogène dans la section. On a si on a une mesure bien sûr du débit juste à côté, la mesure de concentration permet d'avoir le flux quasi en continu. Donc, ici, avec un petit exemple d'événement qui est suivi sur l'arc. J'en viens au chapitre 6. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces mesures, qu'est-ce qu'on peut en faire pour mieux comprendre, je dirais, la dynamique d'une rivière? Donc, c'est essayer d'analyser plus globalement et voir modéliser la dynamique sédimentaire. Donc, expliquer comment on peut établir une courbe de tarage sédimentaire pour avoir, alors soit de façon plus ponctuelle pour un événement, estimer le flux, soit de façon, je dirais, plus long terme, en utilisant des courbes de débit classées et en appliquant des formules de capacité de transport, mais aussi en utilisant des données expérimentales pour recaler éventuellement des formules de capacité afin d'affiner un peu les résultats. Après, si on veut commencer à travailler sur un tronçon plus long et pas uniquement sur une section, c'est réfléchir à comment découper en tronçons homogènes notre rivière qu'on étudie. Donc, avec un exemple ici sur la Loire moyenne, donc c'est un gros secteur d'études, puisque c'était juste pour 450 km de long. C'est un travail à la tapis, et de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer sur la dynamique secteur par secteur par cette analyse en tronçon homogène. On présente aussi, bien sûr, pour la modélisation, les modèles numériques existants, sans aller nécessairement dans le détail, mais au moins présenter quel type de modèle il existe, que ce soit des modèles indés qui se basent sur l'ensemble de sections,
ou des modèles 2D. Ici, c'est un maillage avec donc, Telemac, hein, qui est développé principalement par EDF en France, pour essayer de modéliser donc, différents systèmes. Et aussi, on a essayé, bien sûr, de dire quel est l'intérêt de ces différents types de modèles numériques selon les objectifs. Ici, un exemple de résultat avec un modèle 1D, donc sur des systèmes de tronçons homogènes, avec des résultats qui étaient très encourageants entre mesure et modèle. Voilà, j'ai aussi présenté typiquement les modèles physiques, qui pour certains cas peuvent être très utiles, avec un exemple ici. C'est la rivière Galles sur l'île de la Réunion, qui a été étudiée par la CNR, avec le plus souvent une similitude de Froude, pour faire le lien entre le modèle étudié et le prototype. Voilà. Donc ça, après avoir essayé de faire donc, un tour de l'ensemble des outils existants, le dernier chapitre un peu conclusif avait pour objectif de essayer de faire une synthèse opérationnelle. Donc c'est beaucoup de tableaux où on a essayé de voir, en fonction des objectifs de l'étude, quel type de mesures utiliser. Alors là, c'était pour tout ce qui est type de prélèvement et mesures pour le charriage, à quoi c'est adapté en termes de taille de sédiment, type de sédiment, si ce type de préleveur permet ou non de récupérer un échantillon pour une analyse. Voilà, la vision spatiale, temporelle, et qu'est-ce qu'on mesure au final. Donc, oups, je suis allé un peu vite, excusez-moi. Donc, c'est un peu tous les différents types de systèmes qu'on a présentés sur le charriage ici, la suspension. Ensuite, plus en fonction des objectifs de l'étude, donc selon le type de cours d'eau, ces différentes méthodes, comment on peut les utiliser, est-ce qu'elles sont faciles à mettre en œuvre, est-ce qu'elles sont faciles à traiter, est-ce que ça coûte aussi, hein, il y a des choses qui peuvent être très bien, par exemple une trappe à sédiment, il y a beaucoup d'avantages, mais le coût de l'installation peut être très élevé. À l'inverse, si on prend tout ce qui est transpondeur passif, c'est pas nécessairement très cher à l'achat, à installer. Par contre, le coût pour faire les mesures peut être très élevé, puisqu'on va passer des jours et des jours à essayer de les retrouver le long de la rivière. Et de la même manière, pour tout ce qui est mesure topo, par rapport au lidar, le lidar va être beaucoup plus cher à l'achat, forcément. Mais beaucoup plus détaillé. Les mesures topographiques, c'est moins cher, mais il y a quand même du temps humain. Et si c'est pour une étude locale, ça peut être très intéressant. Si c'est pour faire une étude beaucoup plus importante, il faut un peu oublier. Voilà, et idem pour la modélisation, c'est quelques propositions qui avaient déjà été faites, je dirais, par le précédent guide donc, proposé par Jean-René Malavoie. J'ai essayé de mettre à jour, moi, avec ma vision plus, on va dire, hydraulicien. Voilà, pour une évaluation du transport, une estimation d'un impact d'ouvrage et autres, donc différentes questions, je dirais, de gestionnaire qu'on peut avoir. Quelle approche peut apporter au système? Bien sûr, l'approche géomorphologique a toujours beaucoup d'intérêt, mais des fois, quand est-ce qu'on peut avoir un intérêt utilisé? C'est important de savoir si une approche ingénieure qui correspond, on va dire, qui calcule au coin de table, peut avoir son intérêt. Une approche, là où on parlait sur des modèles numériques, quel intérêt d'utiliser le 1D jusqu'à le 2D, le 3D, et idem pour la modélisation physique. Voilà, je fais à peu près le tour du guide. Donc ici, il y a un lien si vous voulez le télécharger, hein, c'est bien sûr gratuit. Et merci à tous pour votre attention, et si vous avez des questions, je vais essayer tant bien que mal.